Bonjour à tous! Quel est le premier mot qu'apprennent les touristes quand ils arrivent en Espagne? Una cerveza, por favor. Donc même s'il reste un peu plus d'une centaine de mots gaulois dans la langue française, voire quelques centaines si on voit large, le terme espagnol cerveza, donc bière, vient bien des Gaulois et de leur fameuse cervoise, alors qu'en français, on utilise un mot qui serait d'origine latine. On va faire aujourd'hui un mystérieux voyage dans le passé très lointain de la France, et plus précisément chez les Gaulois et leur langue, la langue gauloise, qui n'a strictement rien à voir avec la langue que l'on parle aujourd'hui en France, le français. Ce français, qui n'est rien d'autre qu'une sorte de latin vulgaire mal parlé, un latin apporté par l'envahisseur romain, mais qui a fait son chemin et est devenu au fil du temps la langue nationale de notre belle nation. Donc qu'est-ce qu'on sait sur le gaulois? En fait peu de choses, mais on en sait de plus en plus, sinon cette vidéo n'aurait pas lieu d'être. Les Celtes, donc qui seront appelés Gaulois en France, sont arrivés dans l'Hexagone entre le 8e et le 5e siècle avant Jésus-Christ. Mais avant d'entrer dans la langue gauloise, j'ai besoin d'une dizaine de minutes pour vous expliquer comment on en arrive aux Celtes et aux Gaulois. Parce que du coup, si les Celtes ou la culture celte arrive au 8e siècle, qui habitait la France avant ces Gaulois celtes? Et ils parlaient quelle langue? Bonne question, Bonne question. bonne question. Alors en fait, la langue qu'ils parlaient, là, on n'en sait rien. Autant pour les Gaulois, on en sait peu, mais de plus en plus. Mais avant le gaulois, linguistiquement, c'est le vide sidéral. Et 10 siècles avant Jésus-Christ, je vous rappelle que les Égyptiens ou encore les différentes civilisations mésopotamiennes écrivaient depuis 20 siècles. Quand les Celtes qui donneront nos Gaulois arrivent en France, ça fait presque 20 siècles que la pyramide de Gizeh a été construite. Donc avant d'entrer dans la langue gauloise qui est le sujet de cette vidéo, je vais vous situer d'un point de vue civilisationnel. 10 000 ans avant Jésus-Christ, donc à une époque de réchauffement climatique, avant ça les conditions étaient extrêmement rudes, la France était une immense forêt avec une population de chasseurs-cueilleurs. Les grottes de Lascaux par exemple datent de cette période dite paléolithique. Et quelle langue parlaient ces artistes? On n'en sait rien. Entre 10 000 et 5 000 avant Jésus-Christ, on entre dans le Mésolithique, où des populations commencent à se sédentariser. Mais surtout, vers 5 000 avant Jésus-Christ, des populations venues d'Anatolie, donc l'actuelle Turquie, auraient migré vers la France et apporté le mode de vie néolithique totalement sédentaire. Donc plus de population de chasseurs-cueilleurs qui se promènent, mais des petites fermes et villages qui commencent à occuper le territoire. C'est de cette époque que date par exemple le site de Karnak dans le Morbihan. Alors attention, quand je dis Turquie, ne me pensez pas aux Turcs actuels qui viennent d'Asie centrale. Mais quelle langue parlaient ces populations? L'Anatolie étant leur région d'origine, certains chercheurs suggèrent qu'ils auraient pu parler des langues proches de celles des premières langues anatoliennes connues, comme le hittite ou le lycien. Mais ce ne sont que des hypothèses. Il est possible que des groupes locaux européens aient adapté les techniques agricoles tout en conservant leur langue d'origine. Mais on n'en sait rien. Ethniquement, quelle est la part de ces nouveaux venus d'Anatolie par rapport aux populations autochtones? Mystère et boule de gomme. Et autre chose, ils ne sont pas venus directement, ils n'ont pas pris un Paris-Istanbul. C'est un processus qui aurait pris plusieurs générations. Mais attention, car cette population de fermiers néolithiques sur le territoire français va être partiellement remplacée ou assimilée 2000 ans plus tard par l'arrivée de nouvelles populations entre la fin du néolithique et le début de l'âge de bronze. Il y a un peuple qui remplace un autre dans d'innombrables endroits. On est en 2600 avant Jésus-Christ en Europe et en France. Une migration très importante se serait produite depuis la steppe pontique dans le sud de l'actuelle Russie européenne. Cette migration aurait joué un rôle clé dans la diffusion de la culture campaniforme. Vous pouvez voir sur cette carte la diffusion géographique de cette culture campaniforme. Cette culture doit son nom aux gobelets céramiques en forme typique de cloche retrouvés dans les sépultures. Quel est le point commun à tous ces vases et gobelets retrouvés? Aucune trace d'écriture. Toujours est-il qu'une nouvelle langue s'installe probablement en France. Évidemment, cette nouvelle langue parlée dans l'Hexagone est un mystère, mais il s'agit sans aucun doute d'une forme précoce de type proto-indo-européen. Comme vous le savez, l'indo-européen est à l'origine du latin, et donc du français, du grec ancien, du celte et donc du gaulois, des langues germaniques, des langues slaves et même des langues indo-iraniennes. D'ailleurs, on n'est déjà plus dans le néolithique, et oui, car les Européens sont entrés dans une sorte de nouvelle révolution industrielle entre guillemets, car on est passé de la pierre aux métaux. Donc très rapidement, et j'arrive ensuite aux Celtes et aux Gaulois, on a trois phases. D'abord l'âge de cuivre, qui arrivera en France en même temps que l'âge de bronze, plus ou moins. Le représentant le plus connu de cet âge de bronze est évidemment Ötzi, retrouvé à la frontière entre l'Autriche et l'Italie, et qui portait sur lui une hache de cuivre. L'un des plus beaux sites de cet âge de cuivre se trouve dans le sud de l'Espagne, Los Millares, ville qui aurait compté 1500 habitants. Vous pouvez voir ici une reconstitution de cette grande bourgade. On a ensuite l'âge de bronze. En France, cet âge de bronze s'étend approximativement de 2300 à 800 avant Jésus-Christ.
Cet âge est marqué par une richesse artistique avec la production de bijoux, d'objets rituels et d'outils finement travaillés. Donc on n'est plus dans une société exclusivement guerrière, pastorale et agricole, mais on entre dans une civilisation de plus en plus artisanale. Et la langue parlée, qui est le sujet qui nous intéresse ici, toujours aucune inscription retrouvée. Ces populations parlaient probablement différentes variantes de langues indo-européennes apportées des steppes. Et on n'a aucun témoignage de voyageurs égyptiens, hittites, mycéniens ou babyloniens qui eux maîtrisaient l'écriture. Vous pouvez cependant voir ici le type de pétroglyphes retrouvés dans la vallée des merveilles dans les Alpes-Maritimes, où 40 000 gravures rupestres datées du néolithique final et de l'âge de bronze ancien ont été retrouvées. Donc j'arrive à l'âge de fer et c'est ici que les protagonistes de cette vidéo vont apparaître, les Celtes. L'âge de fer arrive vers 800 avant Jésus-Christ en Europe, et le fer remplace donc le bronze. La civilisation celte naît plus ou moins dans l'Autriche actuelle et est connue initialement comme la culture de Hallstatt, du nom d'un site archéologique qui se trouve à Hallstatt, un village iconique mondialement connu. Vous pouvez voir sur cette carte la diffusion de cette culture à travers l'Europe. On trouve alors la plus vieille inscription connue du celtique, Xostøyso, nom inscrit sur une épée, probablement son propriétaire. Mais attends, donc ça y est, les Celtes savent écrire? Alors en fait, oui mais non. Cette inscription est faite avec l'alphabet des Étrusques, qui est une civilisation dans l'actuelle Toscane en Italie, plus ou moins. Donc il n'y aura pas d'écriture celte ou gauloise. On va retrouver des centaines d'inscriptions en gaulois, mais avec l'alphabet grec ou latin. Après Hallstatt, cette civilisation celtique est connue comme la civilisation de l'Athènes, avec un art beaucoup plus raffiné qui représente l'âge d'or de la culture celtique. Et certains de ces Celtes s'installent dans le nord de l'Italie et entrent en contact avec des civilisations plus avancées, entre guillemets. Donc c'est dans cette région du nord de l'Italie qu'on va retrouver le plus de traces de cette langue celtique, connue dans cette région comme le lépontique. Dans l'Hexagone, les Celtes commencent à arriver vers 800 avant Jésus-Christ. Et les populations autochtones dans tout ça? En fait, il y a certainement eu un processus d'acculturation. C'est un phénomène assez classique lorsqu'une civilisation supérieure, entre guillemets, incorpore une civilisation toujours entre guillemets moins avancée. Et c'est ce que vivront d'ailleurs les Gaulois lors de la romanisation. Les Gaulois deviendront petit à petit des Romains. Et y a-t-il eu des résistances? On peut l'imaginer, mais on n'en sait rien. On n'en sait tellement rien qu'on n'a même pas donné de nom au peuple qui vivait dans l'Hexagone avant l'arrivée des Gaulois/Celtes. Tu t'appelles comment? D'un point de vue ethnique, des études génétiques, donc à prendre avec des gants et des pincettes, auraient démontré que la population autochtone est restée prépondérante. Elle adopte cette culture celte, mais si les autochtones se mettent à parler celte, c'est quand même qu'il y a dû y avoir une arrivée conséquente de ces Celtes dans la France actuelle. Alors ça y est, ce processus a permis à nos Gaulois d'entrer dans mon histoire. Et là où ça devient intéressant, c'est qu'on va pouvoir commencer à déchiffrer leur langue. Je vais vous dire, j'ai essayé et j'y suis pas arrivé, parce qu'en réalité c'est illisible. Une cité grecque, Phocée dans l'actuelle Turquie, qui s'appelle aujourd'hui Izmir, installe un comptoir commercial dans le sud de la France. Ce comptoir deviendra la ville de Marseille. Et ce qu'il y a de super, c'est que ces Grecs écrivent. On a même mieux, on a des Gaulois qui vont apprendre le grec, et donc à écrire. Et ces Grecs écriront sur les Gaulois. Écoutez ce que dira l'historien grec Denis d'Halicarnasse au sujet des Gaulois. Au lieu du vin, ils avaient une liqueur faite avec de l'eau où on avait fait bouillir de l'orge et qui avait une odeur désagréable. Ou encore, au lieu d'huile, de la vieille graisse de porc aussi révoltante pour l'odorat que pour le goût. Donc toujours est-il qu'on a retrouvé des inscriptions en langue gauloise écrites en grec dans les environs de Marseille. Regardez par exemple cette coupe où on trouve une inscription gauloise en alphabet grec, et on y lirait « J'appartiens à Essen Goliathos. On ne doit pas me voler ». Vous pouvez aussi voir ce chapiteau retrouvé à Nîmes et dédié aux mères nîmoises, ou encore ici une stèle funéraire. On a retrouvé un peu moins d'une centaine d'inscriptions en langue gauloise en alphabet grec, évidemment autour de la région de Marseille. Alors attention, ce sont souvent des phrases très courtes ou des noms, souvent à la lecture très difficile. Vous pouvez voir ici un remarquable site internet qui répertorie toutes ces inscriptions retrouvées en gaulois. Vous voyez ici l'ensemble des inscriptions répertoriées en alphabet grec. Et attendez, parce qu'on va en trouver encore plus en alphabet latin. Et la question est, si on ne connaît pas cette langue gauloise, comment on fait pour la traduire exactement? Eh bien, l'une des façons les plus fascinantes est que la langue celte ne s'est pas éteinte. Bah oui, les langues celtes sont toujours vivantes, le gaélique irlandais, le gallois, le breton. D'ailleurs, attention, le breton actuel n'est pas la langue d'origine des Gaulois de Bretagne. C'est une langue qui a été apportée par l'immigration des Bretons de l'actuelle Grande-Bretagne vers notre Bretagne, qui fuyaient eux les Angles et les Saxons. Les populations de la Bretagne gauloise avaient été au 5e siècle largement latinisées. Bon,
Certains historiens considèrent qu'il y aurait des racines de la langue celte bretonne d'origine dans le breton actuel. Tout ça reste très difficile à prouver. L'autre problème, c'est qu'on va se servir de l'irlandais du Moyen-Âge, le plus vieux à notre disposition car l'écriture y arrivait très tardivement, pour déchiffrer une variante d'une autre langue celte, mais avec 1000 ans d'écart et donc d'évolution. Vous pouvez voir sur cette carte l'ensemble des inscriptions gauloises en langue latine retrouvées sur le territoire. D'ailleurs, le terme gaulois proviendrait du nom que s'était donné l'une de ces nombreuses tribus gauloises. Ce nom de Gaulois signifierait courageux ou vigoureux. Mais bon, les Romains ne se sont pas vraiment compliqués la vie et ont donné le nom de Gaulois à tous les Celtes qui vivaient dans une France actuelle assez élargie. Vous savez, un peu comme quand Jacques Cartier est arrivé au Canada et des natifs appelaient leur village Canada. Bon bah c'est devenu le nom de tout le pays. Toujours est-il que Jules César donne son nom à ce territoire qu'il cherche à soumettre, la Gaule. Il nous a même laissé un remarquable témoignage dans son ouvrage Commentaire sur la guerre des Gaules. En fait, les Gaulois qui avaient conscience d'appartenir à un grand monde celte s'identifiaient surtout à leur tribu, nation ou état. Je ne sais pas vraiment quel nom donner à ces entités. Les territoires des Arvernes, des Eudiens, des Vénètes ou encore des Parisis font plus ou moins la taille de nos départements. Et il est assez peu probable que ces Celtes parlaient exactement la même langue, mais plutôt différentes variantes du celte. Pour l'anecdote, on a un autre groupe celte présent dans l'actuelle Turquie qui s'appelle les Galates, et dont le nom aurait la même origine sémantique que nos Gaulois, celui de courageux. Ces Galates celtes de l'actuelle Turquie sont par exemple à l'origine du nom du club de foot de Galatasaray. Et autre curiosité française, le nom de France sera aussi un nom apporté par l'envahisseur franc, des Germains venus de l'actuelle Belgique. Parmi les plus belles inscriptions retrouvées en alphabet latin, regardez ce bordereau de cuisson retrouvé à la Grove-Zank dans l'Aveyron. Parmi quelques mots gaulois déchiffrés à la Grove-Zank, on trouve Lubi, qui signifierait aimer, qui ressemble d'ailleurs au Liebe allemand, et qui est issu de cette phrase, Lubi kaunonas sintiera, qui signifierait aime les vins purs. Il y a Adlo qui signifierait beau, sorti de la phrase Peculia rosiru ni Adlo ni Colioto. Des Peculia trop longs ne sont pas beaux et ne remplacent pas les on ne sait pas quoi. Et en gallois, beau se dit édile. Donc là, c'est une déduction à partir du contexte de la phrase. On y a déchiffré le verbe prine, ou plus concrètement prinas, qui signifierait il a acheté. Cette thèse est là encore corroborée par les autres langues celtes. Prinas ou prinaf signifie j'achète en gallois, ou prena signifie acheter en breton. Bon, je ne vais pas tous les faire, mais je vous mets ici une liste des principaux mots qu'on a découverts grâce aux découvertes faites à la Grove-Zank. Une autre des plus belles découvertes du gaulois en alphabet latin est la tablette de Chamalières, découverte en 1971. C'est l'un des plus longs textes en gaulois, d'une importance capitale pour la compréhension de cette langue. Il s'agit d'un texte à caractère magique et il invoque le dieu celtique Maponos. On a aussi identifié le mot Canti qui signifie avec. Kant signifie également avec en vieil irlandais, en vieux gallois ou en vieux breton. Donc là, on est assez sûr, surtout dans le contexte dans lequel il est utilisé. On y a déchiffré le terme aveugle qui se dit ex-ops. Ex signifierait sans et ops œil. On y a aussi déchiffré le terme ennemi qui se dirait namanto, extrait de cette phrase-là. J'ose pas la prononcer. Et qui signifierait et tous ceux qui seraient de ses traîtres et de ses ennemis. En vieil irlandais, ennemi se dit namae. Donc idem, je vais pas tous les faire, mais je vous mets ici une liste des mots gaulois identifiés dans cette tablette de Chamalières. Et alors que l'inscription de Chamalières avait une finalité protectrice et apparaît comme une sorte de prière et invoque Maponos, un dieu guérisseur, une autre magnifique découverte, le plomb du Larzac, nous parle de sorts maléfiques et de sorcières. Alors là, on est au cœur de cet imaginaire mystique, voire magique, que l'on peut avoir sur les Celtes et les Gaulois. On y aurait identifié le mot âme, anatia, d'ailleurs en breton, âme se dit anaon, ou encore femme, bena ou bano, fille d'eux serait duxtir. Alors on aurait identifié le terme jolie fille dans une autre inscription, et ça se dirait nata ou impi. Toujours dans ce mystérieux plomb du Larzac, on a le verbe envoûter qui se dirait nitig. Je vous mets ici d'autres mots identifiés dans ce plomb du Larzac. D'ailleurs, ce n'est pas l'unique texte maléfique retrouvé. On a aussi par exemple la tablette d'Aiguillère. Je vais citer deux autres belles pièces, je mentionne que les principales. Vous voyez ici la pierre de Martialis. Donc voici la traduction. Vous pouvez d'ailleurs observer ici ce in, donc A Alésia, qu'on retrouve en anglais. Et finalement le calendrier de Coligny. Je vous mets ici le nom des mois gaulois que nous avons pu découvrir grâce à ce calendrier. C'est le texte le plus long écrit en gaulois que nous avons découvert. Il nous renseigne aussi sur les fêtes religieuses. Ce calendrier nous mentionne par exemple la fête de Samain ou Samhain, qui deviendra quelques siècles plus tard en Irlande Halloween.
Donc vous voyez sur cette carte l'ensemble des textes en langue gauloise qui ont été retrouvés en alphabet latin. Ce qu'on observe sur cette carte, c'est l'abondance des textes gaulois en latin dans le centre de la France. Et pourquoi? En fait, le sud, donc l'ancienne province de Narbonnaise, a été très rapidement latinisée. Au nord, il est possible que cette œuvre civilisatrice de Rome se soit moins diffusée, et donc avec elle l'écriture. On remarque aussi que la plupart de ces inscriptions sont retrouvées dans des petites villes. Donc la langue gauloise a certainement perduré dans la Gaule profonde. Le latin est devenu la langue des élites. Il est probable que la langue gauloise soit petit à petit devenue la langue des pecnos, si je peux me permettre. Phénomène qui s'est d'ailleurs probablement accéléré avec la christianisation, puisque le latin est devenu la langue liturgique. Toujours est-il qu'on sait que le gaulois a survécu au moins 300 ou 400 ans après l'invasion romaine. Au 5e siècle, Sidoine Apollinaire, donc un gallo-romain, disait, et je cite, « La noblesse arverne vient tout juste de se débarrasser de la grâce des Gaulois ». Donc c'est pour dire l'image que se faisaient ces Romains d'origine gauloise de leur culture d'origine. Et même au 1er siècle après Jésus-Christ, Trogue Pompée, un Gaulois romanisé, c'est son grand-père qui avait reçu la citoyenneté romaine. Donc ce Trogue Pompée est devenu un grand historien romain. Il nous a parlé de l'histoire des Assyriens, d'Alexandre le Grand, de Carthage, des Romains bien sûr, mais pas une ligne sur les Gaulois. Donc quoi? Il avait honte d'être Gaulois? Ça ne l'intéressait pas? Donc pour déchiffrer cette langue gauloise, je vous ai dit qu'il faut faire appel aux autres langues celtes qui sont parvenues jusqu'à nous. On a aussi retrouvé d'autres inscriptions dans des zones anciennement celtes. Je vous ai parlé du nord de l'Italie, le lait pontique. Regardez aussi par exemple la taille de ces textes, des plaques de Botorrita, dans le nord de l'Espagne, en langue celtibère. Oui, car les Celtes occupaient aussi une bonne partie de l'Espagne. On a aussi les noms des lieux qui sont parvenus jusqu'à nous. Par exemple, Abri se dit Digna. On le sait notamment grâce à la ville de Digne. Et Din en gaélique irlandais signifie abri ou protection. Nantes serait aussi un nom gaulois signifiant rivière. Et d'ailleurs, Nantes en gallois signifie ruisseau. En fait, la France compte des centaines et des centaines de villes avec des noms d'origine gauloise, à commencer par la tribu des Parisis qui a donné Paris. Parmi les termes gaulois utilisés dans la langue française, évidemment, beaucoup sont en lien avec la ruralité. Je pense par exemple au mot chemin. D'ailleurs, s'il vous plaît, oubliez l'image d'une Gaule remplie de forêts. On parle d'un territoire de 5, peut-être 7 ou 8 millions d'habitants. Donc la Gaule est couverte de milliers de petits chemins qui relient hameaux, villages et même les petites villes qui sont les chefs-lieux de ces petites nations gauloises. Certaines estimations parlent de villes de plus de 5000 habitants. Le grand aménagement du territoire, la première grande déforestation a très certainement eu lieu avec les Gaulois. D'ailleurs, le mot borne est aussi probablement d'origine gauloise. Des bornes marquaient probablement la frontière entre les différentes nations gauloises, qui la plupart du temps s'alliaient ou se faisaient la guerre. Vous voyez par exemple ici la confédération éduenne et ses alliés en marron, souvent opposés aux Arvernes d'où est issu Vercingétorix. Regardez par exemple ici une pièce gauloise à l'effigie de Vercingétorix, en écriture latine. Toujours dans la ruralité, les mots char et charrue sont aussi d'origine gauloise. Il y a aussi le mot tonneau. D'ailleurs, les Gaulois auraient même peut-être inventé le tonneau. Ces Gaulois étaient d'excellents forgerons. C'est d'ailleurs là l'unique savoir-faire où ils pouvaient rivaliser avec les Romains. D'ailleurs, des mots comme glaive, lance ou javelot sont d'origine gauloise. La plupart des auteurs grecs et latins étaient unanimes pour nous décrire les Gaulois comme de redoutables guerriers. Caton l'Ancien écrivait au IIIe siècle avant notre ère, je cite, « La plus grande partie de la Gaule s'attacha avec un zèle extrême à l'art militaire. » D'ailleurs, le sac de Rome en 390 avant Jésus-Christ par les Gaulois quand Rome n'était qu'une petite ville marquera profondément les Romains. Évidemment, on connaît l'importance du druide dans la culture gauloise. César nous parle d'un peuple, je cite, « entièrement adonné au rite ». Le druide était une sorte de prêtre ou de mage. Il exerçait aussi des fonctions de juge, par exemple. Le problème est qu'il semble que ces druides, qui au final étaient l'élite intellectuelle des Gaulois, rejetaient l'écriture. Les connaissances et légendes gauloises devaient se transmettre oralement. Donc du coup, maintenant, elles ont disparu. Mais on sait le culte que vouaient ces druides à la nature. Des mots comme sapin, chêne, bouleau, alouette, mouton ou cheval seraient d'origine gauloise. Mais attention, la civilisation gauloise est aussi une civilisation de commerçants, de négociants, d'artisans. Regardez par exemple la pierre de Martialis. Les capitales des nations gauloises avaient aussi une sorte de chef d'État, le vergobret. Il y aurait aussi eu des assemblées composées par une certaine élite aristocratique. D'ailleurs, ce vase de Vix qui pèse plus de 200 kg est probablement produit en Italie ou en Grèce a été retrouvé dans une tombe gauloise en Bourgogne. Donc bon, je veux juste vous dire que c'était pas non plus dépouilleux. Ils sont juste tombés sur une civilisation qui dominait l'écriture, le droit, les arts. On n'a pas retrouvé de mosaïque ou de peinture murale gauloise à ma connaissance. Les Romains construisaient en pierre, les Gaulois construisaient en bois. Mais ces Gaulois sont à l'origine d'un mot particulièrement moderne, celui d'ambassade, qui est même passé à l'anglais.
Ce terme fut initialement repris par les Latins comme ambactos, qui signifiait serviteur. Concernant l'accent gaulois, on pourrait supposer que les sons un, on, en nous viennent des Gaulois, car les autres langues latines comme l'italien ou l'espagnol ne l'utilisent pas. Pareil pour le U, les langues latines le prononcent OU. D'ailleurs, le romain Cicéron évoque le gaulois par, je cite, la sonorité horrible de leur langue barbare. Where in the world is Carmen Sandiego? Yesterday. The red roses were fresh yesterday. Donc voilà, vous remarquerez que je ne vous ai pas vraiment parlé de Vercingétorix, de Gergovie, ni d'Alésia ou des restes de villes gauloises découvertes. Bon, je voulais éviter de sortir trop du sujet, ce que j'ai quand même fait en partie pour pouvoir vous mettre dans le contexte du sujet. Alors, autre précision intéressante, je vous ai parlé de cette langue gauloise qui se parlait en France, mais regardez cette carte. En fait, cette Gaule était divisée par les Romains en différentes aires culturelles, dont la fameuse Gaule chevelue, mais aussi l'Aquitaine. Et les différentes tribus qui habitaient l'Aquitaine ne parlaient pas une langue celte, mais une langue qu'on pourrait qualifier de proto-basque. Et ce qui est super intéressant avec cette langue, vous pouvez d'ailleurs voir ici son recul à travers les siècles, c'est qu'on connaît mal son origine. Donc elle était présente avant la romanisation, et même avant la celtisation, entre guillemets. Donc l'origine de cette langue serait antérieure à l'arrivée de cette migration de peuples indo-européens à l'âge de bronze. Et son origine se perd dans la nuit des temps. Finalement, en ce qui concerne les langues celtes parvenues jusqu'à nous, je vous ai expliqué qu'elles se parlaient sur presque tout le continent, elles ont pu perdurer uniquement aux marges de notre continent, notamment à cause des invasions romaines, germaniques ou encore slaves. Je rappelle que l'anglais n'est pas une langue celte, les Angles et les Saxons sont des Germains qui ont envahi l'Angleterre. D'ailleurs, ce monsieur fut le dernier locuteur à ne parler que le gaélique irlandais, et il ne parlait pas l'anglais. Donc la dernière personne à ne parler qu'une langue celte est morte en 1998. Et c'est le genre d'anecdote que je raconte sur ma page Instagram Passionné d'Histoire, que je vous invite à suivre. Je vous invite également à me suivre sur X, anciennement connu comme Twitter. Il y a normalement les liens sous cette vidéo. J'aimerais citer certaines de mes sources, notamment le dictionnaire français-gaulois de Jean-Paul Savignac, et le remarquable site internet Arbre Celtique qui référence les inscriptions gauloises trouvées en France. Pour aller plus loin, vous pouvez aussi voir sur YouTube les excellentes vidéos de Jacques Lacroix, ou encore la conférence donnée par Emmanuel Dupraz. Merci de m'avoir écouté, on se voit pour ma prochaine vidéo.